Catastrophe peut-il devenir une terrifiante réalité? Depuis la fin du 19e siècle, on a constaté un réchauffement planétaire. Depuis 1990, la planète a connu 12 années parmi les plus chaudes jamais enregistrées. Or, les conséquences de ce changement climatique pourraient s'avérer dramatiques. Certains experts prévoient une augmentation de la force et de la fréquence des cyclones, une multiplication des incendies de forêt et une désertification accrue, à mesure que le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère atteint des niveaux records. Entre autres dangers liés à l'effet de serre, la fonte des glaces est un phénomène d'ores et déjà perceptible. Et les données les plus récentes révèlent qu'il se produit à un rythme plus rapide que prévu. En quoi la fonte des glaces continentales risque-t-elle d'affecter la vie future de ces enfants, âgés aujourd'hui de 9 ans? La couverture glaciaire joue un rôle crucial dans la préservation de l'équilibre climatique planétaire. Les glaces sont présentes sur tous les continents et couvrent presque 16 millions de kilomètres carrés. Ces glaçons donnent une idée de leur répartition, soit 99% du volume dans l'Antarctique et le Groenland, 0,7% dans les glaciers d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie et du reste du monde, 0,1% du volume, soit environ 43 000 km3, se trouvent en Alaska, région où la fonte des glaciers est plus visible que partout ailleurs dans le monde. Nous sommes à Glacier Bay, au sud-est de l'Alaska. Ici, les glaces reculent à une vitesse surprenante. Bruce Molnia, glaciologue américain, est un spécialiste de cette région. Il étudie depuis 1974 l'évolution des glaciers d'Alaska. En juillet 2006, comme tous les ans, Bruce Molnia se rend à Glacier Bay afin d'y recueillir des données nécessaires à son travail. Il y photographie régulièrement les glaciers depuis presque 40 ans et constate un recul général évident. Il y a 30 ans, la plupart des glaciers que j'observais gagnaient du terrain. J'étais à des lieues de me douter que je les verrais un jour de mon vivant reculer à un tel rythme. Il se rend tout d'abord près du glacier de Lamplugh. L'année dernière, le front du glacier présentait un aspect uni. Cette année, Bruce Molnia y remarque de profondes crevasses, entre lesquelles s'écoulent de grandes quantités d'eau liquide. Cette partie du glacier a beaucoup changé. Et tout indique que son recul s'accélère. Bruce Molnia constate le même type de changement à l'œuvre sur plusieurs glaciers, le long de la baie, mais il n'est nulle part aussi manifeste qu'ici. Le glacier de Muir. Le glaciologue a pris des clichés en 1976, exactement au même endroit. On a du mal à croire qu'il s'agit du même front. Il est méconnaissable. Un sacré changement. En 25 ans, le glacier de Muir a connu un recul terrible à cause de l'effet de serre. Bruce Molnia va l'observer de plus près. Il constate que la situation est encore pire qu'il ne le pensait. 2 larges torrents s'échappent du glacier, révélant la rapidité à laquelle il se liquéfie. Regardez ces blocs de glace charriés par le courant. Ils proviennent de la couche inférieure. C'est impressionnant. Et ça veut dire que le glacier de Muir est en train de disparaître rapidement dans la mer. Ça me rend assez triste. C'est un peu comme un vieil ami qui nous quitte à jamais. Les données méticuleusement collectées par Bruce Molnia laissent entrevoir des conclusions inquiétantes. En effet, ses recherches et celles de ses collègues glaciologues révèlent que presque tous les grands glaciers d'Alaska fondent et reculent à un rythme soutenu.
Un déclin d'une telle ampleur n'a jamais été mesuré où que ce soit. On sait désormais que, à l'heure actuelle, 98% des glaciers de la planète sont en recul. Les chercheurs calculent que, si la totalité des glaciers de montagne venait à fondre, le niveau des océans monterait de 30 cm. Or, ce phénomène pourrait bien se produire au cours des 100 prochaines années. Pour mieux comprendre comment les glaciers disparaissent, nous étudierons la façon dont ils se forment. D'abord, la neige s'accumule pendant de nombreuses années. Puis, elle cristallise et devient de la glace sous la pression exercée par son propre poids. Un glacier est né. Les glaciers nous paraissent statiques, mais il n'en est rien. En 2003, des chercheurs ont mesuré la vitesse d'un glacier avançant au rythme de presque 13 km par an, soit une moyenne d'environ 35 mètres par jour. Poussés par la gravité, les glaciers glissent d'amont en aval. Pour simuler leur mouvement, Bruce Molnia utilise une substance faite d'un mélange de colle, d'eau et de détergent. Il y ajoute de la terre afin de montrer la façon dont les glaciers charrient des débris de roches. Les glaciers se comportent quasiment comme des cours d'eau. Leur vitesse dépend en grande partie de la pente. En fait, on peut dire que ce sont des rivières de glace. Et la vitesse à laquelle ils se déplacent influe sur la quantité annuelle d'icebergs vélés. Un glacier est un peu comme un compte bancaire. Si la quantité de neige qu'il reçoit est supérieure à celle de l'eau qui s'en échappe, son capital de glace fructifie. Le glacier est en bonne santé. Si la quantité de neige est inférieure, le glacier est à découvert, le déficit se creuse et sa santé se détériore. Or, les glaciologues constatent que la fonte est actuellement plus rapide qu'elle ne l'a jamais été au cours des 10 derniers millénaires. Aujourd'hui, la plupart des glaciers sont malades à cause de l'effet de serre. En effet, la température planétaire moyenne a augmenté d'environ 1,5 degré Celsius en un siècle. Or, cette augmentation est loin d'être uniforme à la surface du globe. La chaleur circule de l'équateur vers les pôles grâce aux courants marins et atmosphériques. C'est un peu comme lorsque l'on tente de chauffer une pièce. On allume le poêle et on attend que l'air ambiant se réchauffe. La température n'est pas la même partout dans la pièce. L'air chaud s'élève. Le plafond est donc plus chaud que le sol. Les angles restent froids plus longtemps, car l'air a du mal à y circuler. Il est également plus facile de chauffer une pièce froide que d'augmenter la température dans une pièce déjà chaude. Un apport de chaleur dans une région froide provoquera une élévation rapide des températures. Plus une région est chaude, plus il faudra d'énergie pour gagner un degré supplémentaire. Il est donc plus difficile d'augmenter la température dans un lieu chaud que dans un lieu froid. Un autre facteur entre également en jeu. La Terre se réchauffe plus vite que l'eau. Les océans se réchauffent beaucoup plus lentement que les continents. Les vagues brassent constamment la surface et y mêlent une eau plus froide venant de niveaux inférieurs. Tandis que, quand les terres se réchauffent, seule une petite partie de la chaleur est stockée dans le sol. Le reste repart dans l'atmosphère. Comme l'hémisphère nord regroupe la plus grande partie des terres émergées, les températures s'élèvent plus vite dans le nord que dans le sud. Ainsi, lors du dernier siècle, la température moyenne a augmenté d'1,5 degré Celsius dans l'Himalaya, et celle de l'Alaska a gagné près de 2 degrés en 50 ans seulement. L'une des plus fortes augmentations affecte le sud-est du Groenland. En à peine 20 ans, la température moyenne s'y est accrue de quelques 3 degrés Celsius. Après l'Antarctique, c'est le Groenland qui supporte la plus grande quantité de glace continentale de la planète, soit près de 8% de la masse totale. Avec environ 1,8 million de kilomètres carrés, la superficie de la calotte glaciaire du Groenland est presque aussi vaste que le Mexique. Si toute la glace accumulée au Groenland venait à fondre, le niveau moyen des océans monterait de 7 mètres. Or, on commence tout juste à mesurer l'importance de la fonte des glaces dans cette région du monde. En 2006, des chercheurs ont pu mesurer par satellite la vitesse de déplacement des glaciers du Groenland. Ce qu'ils ont découvert les a beaucoup surpris.
En 1996, les glaciers du Groenland perdaient environ 90 km3 par an. Pour l'année 2006, le volume perdu s'élevait à 220 km3, soit près de 2,5 fois la quantité initiale en 10 ans seulement. En outre, on découvre que les glaciers s'écoulent beaucoup plus rapidement. Ils sont pris dans un cercle vicieux. À mesure que les glaciers se réchauffent et se liquéfient, l'eau s'accumule par endroits en surface et s'insinue jusqu'au lit rocheux. Cette fine couche d'eau agit comme un lubrifiant et permet aux glaciers de glisser plus facilement. Le même phénomène se produit sous les lames des patins. La glace se liquéfie au passage de l'acier, formant une mince couche d'eau. Comme pour les glaciers, cette pellicule réduit le frottement et permet aux lames de mieux glisser. Or, le Groenland n'est pas la seule région du monde où la vitesse de déplacement des glaciers augmente. Les données les plus récentes révèlent qu'une accélération similaire se produit dans l'Antarctique. La fonte totale de la couverture glaciaire antarctique entraînerait une élévation de 70 mètres du niveau des océans et bouleverserait complètement la géographie planétaire. Le réchauffement climatique provoque la fonte des glaces. Conséquence, la montée du niveau marin. Dans combien de temps risquons-nous d'en ressentir les répercussions? La complexité des facteurs qui gouvernent la fonte des glaces continentales empêche les chercheurs de fournir une réponse définitive à cette question. Toutefois, certains phénomènes exceptionnels se produisant en Antarctique fournissent de précieux indices. Ce continent réunit à lui seul 90% des glaces continentales de la planète. D'une superficie équivalente à celle des États-Unis et du Mexique réunis, la calotte glaciaire antarctique atteint les 30 millions de kilomètres cubes. On y trouve quantité de glaciers, parmi les plus grands du monde. Le glaciologue autrichien Helmut Roth a été le témoin privilégié d'un événement qui a permis à la communauté scientifique de comprendre à quel point les glaces fondaient rapidement. En 1994, Helmut Roth est à la tête d'une équipe de chercheurs se consacrant à l'étude d'une plateforme de glace de la péninsule antarctique. Cette région a vu sa température moyenne s'accroître de plus de 2 degrés Celsius en l'espace d'un demi-siècle. On trouve de nombreux glaciers descendant rapidement les pentes abruptes du relief de la péninsule antarctique située dans le prolongement des Andes. Lorsque les glaciers atteignent l'océan, ils y forment de vastes plateformes flottantes. L'une de ces plateformes glaciaires, baptisée Larsen A, présente une superficie de plus de 2500 km², soit approximativement celle du département de la Réunion. Au début des années 1990, la surface de Larsen A est parfaitement lisse. Mais en 1994, Helmut Roth y repère des fractures et des crevasses profondes. Voici une arête que nous avons photographiée à l'époque. Elle mesure plus de 15 mètres de haut. À ce moment-là, il ne savait pas encore que ces sculptures monumentales annonçaient l'effondrement de toute la plateforme. La présence des crevasses nous donnait une idée de sa fragilité, mais nous étions loin de nous douter qu'elle disparaîtrait complètement en l'espace de 2 mois. À la surface de la plateforme, Roth et son équipe n'ont pas conscience de l'importance des détériorations qui se déroulent sous leurs pieds. La hausse des températures provoque une fonte superficielle. Sur ce cliché, les zones bleues sont constituées par de vastes flaques, ou bassins de drainage, où s'accumule l'eau à la surface de la plateforme. Cette eau s'écoule ensuite jusqu'aux couches inférieures, minant l'ensemble de la structure. De retour en Autriche, Helmut Roth suit l'évolution de Larsen A grâce aux satellites. En janvier 1995, l'été austral arrive. La plateforme se fragmente alors en milliers de petits icebergs. Le phénomène se produit en à peine 3 jours. Au début, on avait du mal à croire que la plateforme n'était plus là, qu'elle avait disparu dans l'océan. David Vaughan, du British Antarctic Survey,
est un expert de renommée mondiale en matière de glaciologie antarctique. Il a une théorie précise sur la façon dont la plateforme s'est effondrée. Voici ma plateforme. La glace est très solide quand elle est compressée. Tout le poids du glacier pousse vers le bas. Et dans la partie inférieure, des icebergs se détachent. Même lorsque la glace commence à fondre, si la base forme une arche, la structure demeure stable, à la manière d'un pont. Mais quand certaines parties clés de la plateforme disparaissent, elle commence alors à s'effondrer. Et une fois que l'affaissement commence, ça peut aller très vite. Je pense qu'à ce point, si je retire une brique de plus, toute la pile s'écroulera. La plupart des scientifiques pensent que l'effet de serre et le réchauffement planétaire sont directement responsables de cet effondrement. La dislocation de Larsen A ne provoquera pas une élévation du niveau de la mer. En effet, les glaces flottantes ou banquises déplacent déjà un volume d'eau égal à leur volume de glace. Mais, dans moins d'une décennie, la fonte d'une autre plateforme géante pourrait bien avoir des répercussions sur le niveau océanique. Si Larsen A était énorme, avec près de 3400 km², Larsen B est gigantesque. En janvier 2002, après un été anormalement chaud, Larsen B se détache de la calotte glaciaire. David Vaughan assiste à sa disparition. Les satellites lui permettent de voir comment, en l'espace de 5 semaines, 720 milliards de tonnes de glace sont englouties par l'océan. Comme pour Larsen A, l'effondrement de Larsen B ne devrait pas provoquer une montée du niveau de la mer. Mais les chercheurs découvrent un fait inattendu. Nous avons appris beaucoup de choses grâce à Larsen A, mais nous en avons appris bien davantage avec Larsen B. En grande partie parce que les images et les données satellites sont devenues bien meilleures depuis. Avant de s'en détacher, ces banquises ralentissaient l'avancée des glaciers de la péninsule. Or, après s'en être séparés, les glaciers commencent à glisser de plus en plus vite vers l'océan. Cette accélération est énorme. Vaughan découvre que certains glaciers avancent jusqu'à 8 fois plus vite depuis l'effondrement de Larsen B. Contrairement aux banquises, lorsque les glaces continentales atteignent la mer, leur fonte fait monter le niveau des océans. David Vaughan estime que si tous les glaciers de la péninsule antarctique fondaient, le niveau global des océans s'élèverait de 25 cm. Mais les glaciologues s'inquiètent surtout de ce qui se passe dans l'Antarctique Ouest. Ce qui arrive dans la péninsule n'est rien à côté de l'Antarctique Ouest, où la calotte glaciaire est bien plus épaisse. La calotte glaciaire de l'Antarctique Ouest a une superficie de 160 000 km² et son épaisseur dépasse parfois les 3 km. L'accélération du glissement des glaciers de cette partie du continent pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Leur fonte totale pourrait faire monter le niveau des océans de presque 5 mètres. Contrairement aux banquises de la péninsule, celles de l'Antarctique Ouest reposent directement sur les fonds marins. Pour le moment, cette partie de la calotte est protégée des courants chauds par 2 banquises grandes à peu près comme la France et l'Espagne. Les glaciologues sont actuellement très préoccupés par la vitesse à laquelle la couche de glace atteint l'océan. Comprendre les raisons de cette accélération leur permettrait de mieux prévoir à quel rythme l'eau provenant de calottes glaciaires viendra se mêler à celle de l'océan. À première vue, l'Antarctique Ouest semble un immense bloc de glace inamovible. Mais les radars ont révélé que de vastes parties, appelées fleuves de glace, se déplacent en direction de l'océan. Certains mesurent presque 500 km de long sur 100 de large. Comme différents courants dans une rivière, ces fleuves de glace peuvent se déplacer jusqu'à 100 fois plus vite que le reste de la calotte. Plus un fleuve de glace est grand, plus il se déplace rapidement. Les chercheurs mesurent par satellite la vitesse de ces fleuves de glace, en concentrant leurs observations autour des 2 banquises principales. Soudain, en 2003, une nouvelle les prend de court.
Aucun de nous n'étudiait l'autre tiers de la calotte de l'Antarctique Ouest, du côté de la mer d'Amundsen. Quand on a reçu les données satellites, on s'est aperçu qu'on ne cherchait pas au bon endroit. Voici le glacier de Pine Island. Long de 200 km et large de 30, c'est le plus rapide de l'Antarctique. Les plissements révélant sa vitesse sont visibles sur l'image satellite. En 2003, les chercheurs calculent sa vitesse de déplacement, 250 mètres par an, soit un gain de 22% en presque 20 ans. En 2006, les données révèlent un taux d'accélération allant jusqu'à 30% pour le même laps de temps. Les glaciologues ne savent pas si la vitesse d'écoulement va encore augmenter. Mais le glacier de Pine Island draine près de 10% de la calotte de l'Antarctique Ouest. Une accélération de son écoulement aurait des conséquences énormes sur toute la couverture glaciaire de la région et donc sur le niveau des océans. Une fonte totale de la glace continentale de l'Antarctique Ouest entraînerait une montée de presque 5 mètres. Ces données récentes préoccupent beaucoup David Vaughan. Rien ne me permet d'écarter la théorie selon laquelle la calotte de l'Antarctique Ouest sera gravement affectée par le réchauffement climatique à long terme. Le niveau des océans va sans doute beaucoup monter dans les siècles qui viennent. Quand les sociétés humaines commenceront-elles à ressentir les effets négatifs de ce phénomène? Les chercheurs s'efforcent de diversifier leurs sources pour répondre à cette question. Ils trouveront peut-être des réponses dans les couches de glace les plus profondes de l'Antarctique et du Groenland. Le passé nous fournira-t-il des clés pour mieux comprendre le futur? Les glaces terrestres contiennent près de 32 millions de kilomètres cubes d'eau douce. Si toute cette eau se déversait dans les océans, le niveau de ces derniers monterait de plus de 60 mètres. Quelles seraient les conséquences pour les habitants des zones littorales, soit un tiers de la population mondiale? Voici la tour Flatiron, à New York. 21 étages et 87 mètres de haut. Si seuls les glaciers de montagne venaient à fondre, le niveau de la mer monterait d'environ 30 cm. La tour Flatiron, nous servant de repère, en voici le résultat simulé. Les glaces du Groenland ajouteraient 7 mètres. Et la calotte de l'Antarctique Ouest, presque 5 mètres de plus, noyant 3 étages de la tour. Mais pour tenter de savoir quand cette montée des eaux risquera de se produire, les climatologues doivent chercher des indices dans le passé de la planète. Pour cela, ils procèdent à des carottages de calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, forant jusqu'à plus de 3 km de profondeur. Les échantillons de glace prélevés permettent aux chercheurs de se faire une idée précise du climat qui régnait sur Terre il y a des dizaines de milliers d'années. Il y a environ 11 500 ans, de brusques changements climatiques ont eu lieu, parfois très importants et très rapides. Certains se sont produits sur moins d'une décennie. Dans ce laboratoire près de Denver, aux États-Unis, on conserve une grande quantité des échantillons de glace. Avec son équipe, le glaciologue Richard Halley cherche des indices dans les glaces provenant de l'Antarctique Ouest. Les historiens du climat pensent vraiment, et moi aussi, que l'étude de ce qui s'est produit dans le passé nous aidera à prévoir ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Richard Halley tente de savoir de quelle façon les températures ont affecté la vitesse de déplacement des glaces continentales. Un écoulement plus rapide pourrait révéler une accélération de leur fonte. Les bulles sont complètement différentes. La lumière passe à travers 2 filtres polarisants avant d'éclairer un segment de glace. Les cristaux prennent des couleurs différentes en fonction de leur orientation. Une coloration variée signifie que les cristaux sont orientés dans des sens divers, ce qui est le signe d'un écoulement lent. Si les cristaux présentent en majorité la même coloration, c'est qu'ils sont alignés dans le même sens et que, donc, l'écoulement a été rapide. Si tous les cristaux de glace sont alignés dans ce sens, c'est que la glace coule très vite. La température de la glace est un élément crucial. Plus elle se réchauffe, plus elle s'écoule facilement.
Halley examine ensuite un segment de glace datant de l'an 1000, l'époque des premières expéditions vikings vers le Nouveau Monde. Il observe les bulles emprisonnées entre des couches annuelles. En hiver, lorsque la neige tombe, elles piègent d'infimes quantités d'air. Leur analyse permet de déterminer le taux de dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère à une époque donnée. En mesurant les différents isotopes de l'oxygène, les chercheurs parviennent à estimer la température qui régnait sur Terre quand la neige a emprisonné les bulles d'air. La relation entre l'orientation des cristaux et les températures estimées permet de déduire la façon dont le comportement des glaces continentales varie au gré des changements climatiques. Ces données, et d'autres encore, sont modélisées grâce à des programmes informatiques pour permettre aux chercheurs d'imaginer l'évolution future des calottes glaciaires. De nombreuses estimations prévoient une fonte généralisée des glaces dans un millier d'années. Mais d'autres climatologues pensent que les découvertes récentes laissent craindre une montée bien plus rapide du niveau des océans. Certaines études prédisent que ce niveau gagnera jusqu'à 43 cm d'ici la fin du XXIe siècle. Or, l'élévation du niveau marin ne serait pas la seule conséquence de la fonte des glaces continentales, et les effets se feraient sentir en des régions très éloignées du littoral. Du reste, le recul des glaciers engendre déjà de graves problèmes dans certaines zones de haute montagne. Par exemple, au cœur du massif de l'Himalaya, dans le royaume du Bhoutan. Comme le montre l'image satellite, ce pays compte de nombreux lacs glaciaires, presque 2700. Un lac glaciaire ressemble à n'importe quel autre lac, à ceci près qu'il s'est formé lors du recul d'un glacier, dont les eaux de fonte sont endiguées par une ancienne moraine frontale. Cette moraine est constituée par les roches entraînées par le glacier qui les pousse devant lui à la manière d'un bulldozer. Or, la moraine est instable. Un éboulement rocheux ou la dislocation du front du glacier peut créer une vague capable de provoquer la rupture de cette digue naturelle et engendrer une inondation catastrophique. Les scientifiques appellent cela une crue glaciaire. Le 7 octobre 1994, dans la montagne au-dessus du village de Punakha, les eaux du lac glaciaire Logisho rompent soudain la moraine qui les retient. « 18 millions de mètres cubes se déversent brutalement dans le lit de la rivière Pochu. Sans le moindre signe avant-coureur, à 6 heures du matin, un mur de 4 mètres d'eau déferle sur le village de Punakha. Les eaux en furie charrient quantité de rochers, de boue et de troncs d'arbres, détruisant tout sur leur passage. La crue glaciaire anéantit le village et fait 21 victimes. Le glaciologue britannique John Reynolds étudie les traces de crues plus anciennes afin d'estimer leur fréquence probable dans l'avenir. À flanc de montagne, il découvre une couche de végétaux et de roches. Pour Reynolds, c'est la preuve qu'une crue importante a frappé la région par le passé. On a un grand tronc d'arbre ici et des fragments rocheux en quantité, certains de grandes dimensions. Cela ressemble bien aux sédiments laissés par une crue très ancienne. Ces recherches révèlent également que les crues glaciaires sont de plus en plus fréquentes dans l'Himalaya. Nous avons découvert que dans les années 1950, il y avait une crue environ tous les 10 ans dans la région. Dans les années 1990, la fréquence est passée à une tous les 3 ans. Dans les années 2010, il y en aura probablement une par an. L'exemple du Bhoutan prouve que la fonte des glaces affecte déjà certaines populations. À Venise, la montée des eaux complique également la vie des habitants. Ce qui s'y passe périodiquement préfigure ce qui pourrait arriver dans de nombreuses villes vers 2050. À quoi ressemblera la vie de ces enfants quand ils auront 50 ans ? Certaines prévisions annoncent que le niveau des océans montera de 43 cm d'ici la fin du siècle.
L'exemple de Venise illustre les effets d'une montée des eaux sur certaines villes et leurs habitants. Venise est bâtie sur une série de petites îles à l'intérieur d'une lagune de la côte nord de la mer Adriatique. La climatologue Laura Carbonine a étudié l'histoire et la chronologie de la montée des eaux dans cette ville. On trouve de nombreuses informations à partir du XXe siècle. Mais pour remonter plus loin dans le passé, 3 siècles plus tôt, Laura Carbonine doit trouver d'autres sources. Ces vues datant du XVIIIe siècle ont été peintes en utilisant la technique de la camera obscura, ou chambre noire. Leur précision photographique permet de comparer, par exemple, les perrons, visibles il y a 3 siècles, et aujourd'hui immergés. Ils sont presque entièrement recouverts. En 3 siècles seulement, ce qui est un laps de temps relativement court, mais les effets sont vraiment dramatiques. Le phénomène est dû pour moitié à l'affaissement des sols, l'autre moitié est la conséquence de l'élévation du niveau océanique. La place Saint-Marc est le point le plus bas de la ville, à seulement 60 cm au-dessus du niveau de la mer. 7 fois par an en moyenne, une marée d'environ 1 mètre inonde entièrement les zones les plus basses de Venise. Ce phénomène complique la vie de ses habitants. Plus de 85 000 Vénitiens ont d'ailleurs quitté leur ville au cours des 100 dernières années. Seuls les plus stoïques restent. Les Vénitiens sont toujours très attachés à leur alliance avec la mer. Ils considèrent encore qu'elle constitue un élément essentiel de leur vie. Ils abandonnent les rez-de-chaussée de leurs maisons et rehaussent les trottoirs de la ville. En 2006, les quais de la place Saint-Marc ont été rehaussés de 20 cm. Un ouvrage monumental est également en construction, le projet MOSE, un système de 79 digues mobiles reposant à plat sur le sol de la lagune, à l'entrée des 3 principales passes dans lesquelles s'engouffrent les eaux de l'Adriatique. Lorsque les marées dépassent une hauteur d'1 mètre, les digues se relèveront pour fermer la lagune. Mais le projet MOSE suffira-t-il à protéger la ville ? Le géographe Paolo Pirazzoli en doute. Il a calculé qu'en cas d'une élévation du niveau marin de 30 cm, une tempête en période de marée haute pourrait noyer la ville sous 1,80 m d'eau. Selon lui, le système de digue est dépassé avant même qu'il ne soit achevé. Le projet MOSE a été conçu il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, l'effet de serre et ses conséquences étaient très mal connus. Les calculs sont donc basés sur un niveau marin stable, comme par le passé. De mon point de vue, le projet est obsolète. Une élévation de 43 cm d'ici la fin du siècle, comme le prévoient certains climatologues, aurait déjà des conséquences désastreuses sur Venise. Avec un tel niveau, les plus grosses tempêtes pourraient causer de véritables raz-de-marée. Poussée par des vents puissants, l'eau s'accumule et forme un mur à la surface de la mer. Au centre d'un cyclone ou d'une tempête, la pression atmosphérique, moins forte à cet endroit, provoque une élévation du niveau de l'eau. Ces ondes de tempête, comme les nomment les spécialistes, peuvent soulever des vagues de plus de 6 mètres, capables de dévaster le littoral sur des dizaines de kilomètres. Ce phénomène est souvent celui qui fait le plus de victimes lors du passage d'un cyclone. 1300 km au nord de Venise, les Pays-Bas connaissent bien ce problème. La moitié du territoire se situe au-dessous du niveau de la mer et les Néerlandais prennent très au sérieux les menaces de l'effet de serre. Si le niveau océanique montait de 1 mètre, voici à quoi ressembleraient les Pays-Bas. Près de la moitié du pays disparaîtrait sous les eaux, avec les 3 plus grandes villes, Amsterdam, La Haye et Rotterdam.
Les Néerlandais connaissent la force destructrice des rats de marée. Leur mémoire collective garde le souvenir amer de la tempête de 1953 qui a engendré une onde haute de 3,50 mètres. Le raz de marée a rompu les digues et provoqué la mort de 1835 personnes. Les Néerlandais pensent que la construction d'ouvrages de protection peut empêcher un tel drame de se reproduire. Les nombreux estuaires de la côte facilitent la construction de digues efficaces. La réalisation Plan Delta, un vaste projet de construction de digues et de barrages, a coûté quelques 18 milliards d'euros. Cette digue sur l'estuaire est de la Schelde est parfois présentée comme la 8e merveille du monde. Sur 3 km de long, elle compte 62 énormes vannes capables de fermer l'estuaire en cas de tempête. Plus au nord, le barrage de Maesland protège le port et la ville de Rotterdam. La longueur des 2 gigantesques portes, bout à bout, dépasse la hauteur de la tour Eiffel. Hautes de 21 mètres, les portes sont conçues pour contenir une onde de tempête de plus de 3 mètres au-dessus de la normale. Or, quelles que soient les dimensions de ces barrages de défense, le niveau des océans continue de monter. En outre, la construction de tels ouvrages n'est pas possible partout. New York est l'une des agglomérations les plus densément peuplées des États-Unis. 22 millions de personnes y vivent sur 33 000 km². La ville possède près de 1500 km de côte. Sur les 5 districts qui la composent, 4 sont des îles. La plupart de ses habitants l'ignorent sans doute, mais New York vit sous la menace de puissantes tempêtes en hiver et de cyclones en été. Le géologue Nicholas Koch du Queens College de New York étudie l'impact des cyclones sur cette côte. Il a découvert que la région de New York, malgré sa position septentrionale, a déjà été touchée par des cyclones. Les New-Yorkais préfèrent ignorer cette éventualité. Ils pensent que cela ne peut pas arriver, alors que c'est tout à fait probable. En géologie, on apprend que lorsqu'un phénomène s'est produit par le passé, il se produira à nouveau un jour. Et si ça n'est pas arrivé depuis longtemps, ça risque de se produire bientôt. Nicholas Koch estime que New York serait particulièrement vulnérable en cas de cyclone. En effet, les cyclones tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les vents poussent l'eau d'est en ouest. Or, le profil de cette portion de côte aggrave les effets des rats de marée. La zone de New York-New Jersey forme un angle droit. Et si un cyclone pousse l'eau vers un angle droit, elle ne peut s'échapper que vers le haut. Koch a découvert les traces d'un raz de marée prouvant qu'un cyclone peut avoir des conséquences dramatiques sur cette côte. L'histoire de cette découverte commence en 1995. Une tempête tropicale passe alors près de New York et Koch envoie des étudiants en géologie à Rockaway Beach et dans le Queens pour en étudier les effets sur le littoral. Aujourd'hui, nous avons la tempête tropicale Beryl qui pousse des vagues puissantes qui creusent le sable de la plage et mettent à jour des couches profondes. Les conditions sont pratiquement les mêmes que le jour où nous avons fait cette découverte. Ils découvrent une quantité extraordinaire de morceaux de poupées, de lampes à pétrole, de fragments de porcelaine et de verre. Ils sont anciens à l'évidence. Les poinçons sur la porcelaine révèlent qu'ils datent des années 1890. Koch ignore totalement leur provenance. Il compulse alors des cartes des journaux de l'époque et fait une découverte étonnante. La nuit du 24 septembre 1893, un cyclone de catégorie 2 frappe la région de New York. L'onde de tempête engendrée détruit toute une île au large de Rockaway. Je suis né et j'ai toujours vécu à New York. Pourtant, j'ignorais complètement qu'il existait une île en face de Rockaway. En se documentant davantage, il s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'un simple banc de sable désert. À l'époque,
Hog Island est en fait un des lieux de distraction favoris des New-Yorkais. Ils y prennent du bon temps et s'y promènent sur plus d'1,5 km de long avant qu'elle ne soit rayée de la carte. Le cyclone est arrivé durant la nuit, ce qui explique qu'il n'ait fait aucune victime. Avec la montée du niveau de la mer, les raz de marée pourraient bien engloutir de nombreuses îles de ce type. Les chercheurs de la NASA prévoient que le niveau des eaux montera de 38 à 48 cm à New York d'ici 2050. Le passage d'une tempête tropicale pourrait y provoquer des inondations désastreuses. Et l'évacuation d'une population aussi dense serait extrêmement difficile. Cynthia Rosenzweig, de la NASA, a étudié les zones à risque de New York. C'est bon, José, on y va. Elle se rend à Manhattan, dans le quartier d'affaires, et s'arrête tout d'abord à l'emplacement du World Trade Center, Ground Zero. Ok, allons jeter un œil. Ce quartier a montré qu'il était vulnérable le 11 septembre 2001. Et notre métier consiste à prévenir un autre type de menace. Là, on voit très bien que le niveau du sol se situe à 3 mètres au-dessous du niveau de la mer et que les fondations s'enfoncent bien plus profondément. Tout ce quartier a été inondé par le passé. En 1821, une tempête tropicale de catégorie 4 a précipité des vagues de 4 mètres sur Manhattan. Étape suivante, un tunnel dans Brooklyn. Des tunnels de ce type ont déjà été inondés par le passé lors de tempêtes. Ce sont des voies de communication très importantes et le trafic de la ville serait complètement paralysé si cela venait à se reproduire. Outre les automobilistes, les millions d'usagers quotidiens des transports en commun risqueraient d'en pâtir gravement. En 1992, le métro new-yorkais a été inondé par une tempête hivernale combinée à une marée haute. Prochaine étape, assurant la correspondance avec les ferries, le terminal sud se trouve à seulement 15 mètres de l'eau. Le terminal court un risque. Mais si l'eau passe par ici, sous mes pieds, à travers les bouches d'aération, elle s'engouffrera dans le métro également. Terminus, Wall Street. C'est notre quartier financier international, les pieds dans l'eau. Une inondation ici pourrait avoir des conséquences économiques incalculables. 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Pourtant, vous voyez, il est ouvert sur l'océan. Tout le monde aimerait savoir avec précision à quel moment ces catastrophes annoncées risquent de se produire. Or, il existe un facteur susceptible de bouleverser les calculs les plus élaborés. Des chercheurs tentent de répondre à une question lancinante. Notre mode de vie risque-t-il d'être bientôt affecté par la fonte des glaces ? D'après leurs calculs, nous serons probablement en butte à une montée des océans de plus de 40 cm avant la fin du siècle. Or, il existe une donnée qui pourrait rendre caducs tous les calculs. Il s'agit d'un mécanisme naturel basé sur l'albédo, le principe selon lequel les surfaces claires réfléchissent la chaleur, tandis que les surfaces sombres l'absorbent. Le glaciologue Richard Halley va illustrer le phénomène grâce à des capots de voitures et des esquimaux. C'est un beau dimanche après-midi à Denver, dans le Colorado, il fait chaud. Voici les Esquimaux et nous allons voir ce qui arrive. La voiture blanche nous tiendra lieu de calotte glaciaire. Elle réfléchit la lumière et possède un albédo élevé. La voiture noire représente la surface de la Terre ou des océans, plus sombre, qui absorbe plus facilement l'énergie solaire et se réchauffe plus vite. Leur albédo est bas. Voilà, l'expérience commence.
Quant aux Esquimaux, ils nous tiendront lieu de glaciers. Voilà, j'ai ma vieille montre à gousset et nous allons voir en combien de temps un Esquimau peut fondre sur un capot de voiture. Ça fait 1 minute. Ça fond à toute vitesse sur la voiture noire et un petit peu seulement sur la blanche. Oula! Et c'est déjà presque fini sur la voiture noire. L'Esquimau a pratiquement fondu, il n'en reste qu'un petit bout. 5 minutes. Le Groenland durera sûrement plus longtemps, il faut l'espérer. Voilà, sur la voiture noire, le glacier a presque complètement fondu. En 7 minutes, c'est fini pour lui. Tandis que sur la voiture blanche, ça fond aussi, mais ça dure plus longtemps. Nettement. À l'échelle planétaire, cela veut dire que, lorsqu'elles fondent, les glaces continentales découvrent des surfaces plus sombres. Par conséquent, la Terre absorbe plus de chaleur solaire et donc, les glaces fondent encore plus vite et ainsi de suite. La réaction en chaîne est lancée. Ça a l'air un peu bête, mais pour la Terre, ça veut dire que si on change quelque chose, si on monte un thermostat, ça en fait monter d'autres. Pour les chercheurs, ce genre d'effet domino rend délicate toute prévision concernant la fonte des glaciers. Le rapport des Nations Unies sur le changement climatique, publié en 2007, table sur une montée des océans pouvant atteindre plus de 40 cm à la fin du siècle. Or, ces prévisions ne tiennent pas compte des dernières observations réalisées au Groenland et en Antarctique. Ces données poussent certains climatologues à prédire une élévation du niveau marin bien plus importante. Des chercheurs de l'Université d'Arizona ont étudié les effets désastreux d'une montée de 90 cm sur le littoral des États-Unis. À la Nouvelle-Orléans et en Louisiane, les zones en rouge seraient inondées. En Floride, tout le sud de la péninsule, ainsi que Miami, serait gravement menacé. Plus au nord, les populations de Baltimore, Philadelphie et même Washington seraient en danger. Voici New York. En blanc, les parties les plus densément peuplées. Avec une montée de 90 cm, Manhattan serait tout particulièrement exposé. Mais une fois enclenchées les réactions en chaîne, nul ne peut prédire où elles s'arrêteront, ni le rythme auquel elles se produiront. Si toutes les glaces de la planète venaient à fondre, le niveau des océans monterait de plus de 75 mètres. La glaciologie a énormément progressé pendant les 20 dernières années. Les chercheurs essaient aujourd'hui de savoir ce qui se passera dans les 20 prochaines, et au-delà. Mais il y a toujours beaucoup plus de questions que de réponses catégoriques. La Terre est une planète qui change constamment. On commence à peine à comprendre une infime partie des mécanismes qui gouvernent le climat. Quoi qu'il en soit, il ne fait plus de doute que les activités humaines ont des répercussions et que nous devons en tenir compte. Et que se passerait-il si une calotte glaciaire épaisse de 3 ou 4 km venait à fondre? On n'en sait rien. On a encore beaucoup à apprendre. Lorsque ces enfants auront 75 ans, la température moyenne sur Terre aura sans doute monté de 3 degrés. Et les scénarios les plus catastrophiques sembleront peut-être optimistes par rapport à la réalité. On sait en effet que, pour des températures équivalentes, il y a des dizaines de milliers d'années, le niveau des océans était plus haut de quelques 4 mètres.